De vragen aan de jury over oudere personen gaat over de criteria voor diagnose van hypothyroïdie of subklinische hypothyroïdie. Verschilt die bij oudere personen ten opzichte van de algemene populatie? Wanneer behandel je bij oudere personen en is dat verschillend? Hoe behandel je en hoe volg je de eventuele behandeling op? Wij hebben terug naar deze 3 Britse richtlijnen gekeken om te zien welke aanbevelingen zij geven. De eerste vraag, wat zijn de criteria om de diagnose te kunnen stellen bij ouderen? Daar zien we eigenlijk dat de richtlijnen geen specifieke aanbevelingen geven bij oudere personen. Dus wij gaan ervan uit dat deze criteria dezelfde zijn als die bij de algemene populatie. Een tweede vraag ging over de behandeling. Wanneer, hoe en hoe opvolgen. Wij zien dat de NICE-richtlijn vooral zegt van met een lagere dosis te beginnen en op te titreren bij ouderen van 65 jaar of ouder. Dat is bij hypothyroïdie, bij subklinische hypothyroïdie gaan zowel BMJ als NICE eigenlijk aanbevelen om niet te behandelen bij oudere personen. Bij de BMJ is dat zelfs een sterke aanbeveling. Kleine mogelijke uitzondering erop is van de NICE 2019, die zegt overweeg om levothyroxine op te starten bij personen met subklinische hypothyroïdie en een TSH van 10 of meer. Dat is hier al een paar keer ter discussie gekomen. Belangrijk is het woordje consider, overweeg. Dat wil zeggen dat dit een zwakke aanbeveling is en dat dit dus wat erachter zit is dat men eigenlijk niet zeker is over de risico-batenverhouding daarvan. Merk ook op dat dit over adults gaat, niet specifiek over oudere adults. Voor monitoring hebben we ook geen specifieke aanbevelingen gevonden voor ouderen, dus gaan we er ook vanuit dat dit gelijk loopt met de opvolging van de algemene populatie. Wij hebben ook een zoektocht gedaan in de literatuur. We hebben gezocht naar RCT's die levothyroxine vergelijken met placebo of geen behandeling bij ouderen met hypothyroïdie, overt of subklinisch. Wij hebben waar mogelijk harde eindpunten gerapporteerd, mortaliteit, kwaliteit van leven, cardiovasculaire morbiditeit en symptoomscores. Waar die opgegeven zijn, hebben wij ook TSH en T4-waarden gerapporteerd. En wij waren ook vooral geïnteresseerd in ongewenste effecten met een speciale aandachtspunt voor osteoporose en arythmie. In overte hypothyroïdie hebben wij geen RCT's gevonden, waarschijnlijk omdat dit ook ethisch niet te verantwoorden valt. Bij subklinische hypothyroïdie hebben we een aantal studies gevonden in licht verschillende populaties. Ik ga die apart bespreken. Eerst is 65-plussers met subklinische hypothyroïdie. Daarvoor beschikken we over de TRUST trial. Dat is een dubbelblinde RCT die levothyroxine versus placebo vergeleek in 65-plussers met subklinische hypothyroïdie. Bij deze populatie werden er ook een aantal vooraf gespecificeerde substudies uitgevoerd die meestal andere outcomes bestuderen dan de TRUST trial. Wat kwam er uit die TRUST trial? Eigenlijk was er op het einde van een jaar behandeling geen verschil tussen levothyroxine en placebo op vlak van een thyroïd-specifieke symptoomscore en moeheidsscore. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de personen in die studie bij aanvang eigenlijk ook niet slecht scoorden op die scores. Dus zij hadden niet echt veel klachten, zij waren niet specifiek moe, dus zij kwamen niet met de klacht moeheid.
De TSH, die daalde gemiddeld met 2 milliunits per liter. Dat is eigenlijk niet zoveel. Hoe komt dat misschien? Omdat de TSH bij aanvang ook niet zo sterk verhoogd was. Bij aanvang was dat gemiddeld 6 milliunits per liter. Herinner u de discussie daar juist vanaf wanneer zou je kunnen overwegen te behandelen volgens de richtlijn? Boven de 10 milliunits per liter. Maar men ziet dat er eigenlijk weinig mensen in die studie zijn opgenomen die zo'n hoge TSH-waarden hadden. Dit zijn nog uitkomsten van een van die substudies. Dus één daarvan heeft systolische en diastolische hartfunctie geëvalueerd, heeft na denk 18 maanden opvolging geen verschil aangetoond tussen levothyroxine en placebo. Geen verschil op vlak van osteoporose, dus botdensitometrie op verschillende niveaus. Geen verschil tussen levothyroxine en placebo. Dit zijn de resultaten van 2 substudies. Eentje over fatigability, dus vermoeibaarheid, de mate waarin dat de performance van een taak vermindert terwijl dat die wordt uitgevoerd, zowel fysiek als mentaal. Geen verschil. En een studie over depressieve symptomen zag men ook geen verschil. Ook hier moet men weer opmerken, de mensen die in die studie zaten, hadden bij aanvang eigenlijk geen slechte score op die symptoomscore, dus die waren niet depressief als aanvangssymptoom. Cardiovasculaire eindpunten en mogelijke ongewenste effecten werden ook nagegaan. Dus is er een nieuwe onset van VKF of van hartfalen. Ook weer geen verschil tussen levothyroxine en placebo. Analoog met die symptoomscores was dat bij mensen die bij aanvang niet specifiek een hoog cardiovasculair risico hadden. Dus bij ouderen, 65 plus, zien wij niet direct een voordeel nog een nadeel van levothyroxine bij subklinische hypothyroïdie. Hoe zit dat bij nog oudere personen, 80-plussers? Daar is een studie uitgevoerd door Mooijaert. Dat was een vooraf geplande gecombineerde analyse van eigenlijk een subgroep van die trustpopulatie die alleen maar de 80-plussers eruit haalde. En de EMO 80-plus trial, dat is een trial met eigenlijk een identiek protocol als de trust, met uitzondering dat enkele 80-plussers werden geïncludeerd. De resultaten van die EMO-trial die zijn nooit apart gepubliceerd geweest. Dat is altijd de bedoeling geweest om die samen te analyseren. Wat zien we daar? Eigenlijk hetzelfde verhaal. Geen verschil op thyroïdspecifieke symptoomscores, moeheidsscores. Een TSH dat licht daalt omdat de personen bij aanvang ook maar licht verhoogde TSH hadden. Ook op een race van harde eindpunten, mortaliteit, cardiovasculaire eindpunten, ongewenste effecten, zag men geen verschil. Nu, zoals ik al zei, de mensen hadden bij aanvang weinig symptomen of weinig risico. Relatief natuurlijk. Het is natuurlijk interessant om te weten van bij mensen die wel een hoger risico hebben of wel meer symptomen hebben, hebben die misschien wel baat bij levothyroxine of omgekeerd hebben zij juist meer last van ongewenste effecten. Een kleine poging om dit te beantwoorden werd gedaan door Zijlstra. Dat is weer een vooraf gespecifieerde, gepoolde analyse van resultaten van de Trust en de IEMO 80+. Die hebben gestratifieerde analyses gemaakt voor mensen met en zonder cardiovasculair lijden in de voorgeschiedenis.
Dus dat is de laatste groep die ik even wil bespreken. Hebben personen 65-plussers met subklinische hypothyreoïdie en een voorgeschiedenis van cardiovasculair lijden, hebben die baat bij levothyroxine. De resultaten zijn weer vergelijkbaar met de andere, geen verschil op cardiovasculaire eindpunten, mortaliteit, ernstige ongewenste effecten en nieuwe cardiovasculaire ongewenste effecten. Belangrijk hierbij is wel op te merken dat de confidence intervals, dat de betrouwbaarheidsintervallen zeer breed waren. En bijvoorbeeld hier van 0,5 tot 5,5. Wat erop kan wijzen dat deze studie gewoon niet groot genoeg was, dat er niet genoeg events waren om een eventueel verschil dat in de werkelijkheid wel aanwezig is, om dat te kunnen aantonen. Dus is met deze studie een definitief antwoord gegeven op die vraag of dat bepaalde groepen baat zouden kunnen hebben met levothyroxine? Eigenlijk niet. Dit is nu een heel ruw overzicht van de besluiten. De criteria voor diagnose voor hypothyroïdie en subklinische hypothyroïdie bij ouderen loopt volgens de guidelines op dit moment ongeveer gelijk met de algemene populatie. Hypothyroïdie moet je bij ouderen wel behandelen, subklinische hypothyroïdie eerder niet. Er zijn uit de studies ook geen argumenten om een behandeling aan te bevelen of om een voordeel aan te tonen. Maar weet dat er wel opmerkingen te maken zijn bij die studies en dat het mogelijk is dat in de toekomst dat er daar toch nog andere zaken kunnen uitkomen. Hoe behandelen? Voorzichtiger dan in de algemene populatie. Dus titreren, laag beginnen. En hoe monitoren hebben we gewoon geen specifieke aanbevelingen voor bij ouderen, dus zal ook ongeveer gelijk lopen als bij de algemene populatie. Dank u wel. Merci beaucoup. Pour le commentaire de l'expert, nous accueillons maintenant le professeur Bolland des cliniques universitaires Saint-Louis. Bonjour à tous. Aucun conflit d'intérêts dans le sujet du jour et dans quelques sujets d'ailleurs que ce soit. J'ai choisi de bâtir cette présentation un peu différemment, mais tout en répondant aux mêmes questions. On va d'abord parler de l'hypothyroïdie. On parlera ensuite, pour les 4 questions, on traversera ce qu'on appelle l'hypothyroïdie subclinique. Et vous voyez déjà que j'ai mis un H minuscule, parce qu'évidemment, ce n'est pas une maladie. Le gériatre que je suis, en préambule, rappelle que la personne âgée n'existe pas. Les tranches d'âge veulent dire quelque chose. Quoiqu'à l'intérieur d'une tranche d'âge, à un même âge, les gens ont une santé très différente. Mais d'abord, pour l'âge, on parle aujourd'hui 65+. On a évoqué 80+ aussi. J'étais aussi à la consensus inami-risif pour l'hypertension. Donc parfois, on parle des gens vraiment âgés. Et puis, Leiden Study, je vous invite à aller la relire, 2004. C'était déjà Gus Oclo, dont on va beaucoup parler. C'était 85+ qui avait bien montré qu'à 85 ans, les gens à la maison, du côté de Leiden, quand ils avaient une TSH élevée, allaient très très bien 5 ans plus tard, sans qu'on ait rien fait. C'était la même chose pour le cholestérol avec les gens qui avaient un tertile élevé. C'est cette base-là qu'il y a, et on retrouvera Gus Oclo dans les guidelines. Les symptômes que vous rencontrez en médecine générale, et je ne parle pas de la thyroïde, vos patients âgés, eh bien, ils sont ralentis, ils sont fatigués, ils sont constipés, ils sont plutôt frileux, ils peuvent être somnolents, et ils rencontrent des difficultés cognitives et psychologiques indépendamment de leur fonction thyroïdienne. Donc se pose la question qui n'est pas que philosophique, comment peut-on penser attribuer à une TSH des symptômes aussi prévalents et aspécifiques? Donc le clinicien, non, n'a pas la réponse, non plus. Et la santé est très, très hétérogène, je le disais. Vous connaissez tous maintenant
comment on essaye d'appréhender le fitness frailty, et à un même âge, on a une course de vie extrêmement différente ici en termes de survie, et c'est sûr qu'on ne va pas traiter la même, on va pas la même réflexion face à quelqu'un qui est plutôt avec une espérance de vie extrêmement ou relativement courte, et une grande fragilité par rapport à quelqu'un qui a 85 ans, comme je le dis parfois, s'inscrit aux 20 km de Bruxelles. Dernière chose, et avant l'étude de Lyon que je regardais avec intérêt, déjà, je vois, il y a plus de 10 ans, sur cette grande étude registre américaine, on voyait déjà qu'avec l'âge, la TSH monte. Et par exemple, pour cette partie ici, on voit que pour les gens qui nous intéressent pendant cette demi-heure-ci, qui sont les gens plutôt âgés, eh bien, on voit que le percentile 97,5, qui est donc la borne de la normalité, est bien aux alentours de 7. Et Capola, qui aux États-Unis ne cesse d'écrire sur le sujet, exhortait déjà dans un édito du JAMA il y a 2 ans en disant « il faut changer », mais ça ne bouge pas, mais il faut changer la référence pour les gens âgés, puisque le range de référence que fournit un laboratoire ou un test de labo devrait être aligné avec le seuil pour une action médicale. Et c'est là toute l'ambiguïté, évidemment, et on en parlait autour d'un café. Dès qu'un de mes assistants voit une astérisque ou un chiffre en rouge, il ne parvient pas à ne pas traiter. C'est ça le problème. Je reparlerai des chiffres que j'ai reçus de Pascal Méus et qui vous ont sans doute été préposés ce matin. J'en arrive maintenant aux 4 questions, en commençant par le plus facile, l'hypothyroïdie. C'est très simple. J'ai vu la dernière diapo il y a 5 minutes de ma collègue. Quels sont les critères diagnostiques? C'est une T4 basse. C'est quoi une T4 basse? C'est une T4 basse. Mais la TSH pourrait être élevée, 7 au-dessus de 7, mais bon, quand on a une T4 basse, dans sa forme libre, quand j'étais assistant, il fallait jouer avec des T3RU et des choses comme ça, mais maintenant on a le luxe d'avoir quelque chose de très fiable avec la T4 libre. C'est très simple. La question est simple, la réponse est simple. La NICE, dont on a déjà beaucoup parlé, en effet, ne pointe pas de recommandations spécifiques aux gens de 65+, mais le gériatre à qui vous posez la question dit si j'ai quelqu'un qui a une T4 basse, je ne peux pas savoir quels sont les symptômes qu'il ou qu'elle a qui seraient ou qui sont liés à ça, mais je vais toujours substituer lentement, mais sûrement, avec quelques exceptions dont on peut parler et que je rencontre moi. Et il m'arrive de ne pas traiter une hypothyroïdie dans des cas tout à fait particuliers où je pense que ça n'apportera rien que du contraire aux patients. Oui, la recommandation NICE dit bien que c'est avec de la T4, dit qu'il y a donc, ça, on l'a certainement déjà dit, un manque de standardisation pour les stratégies thérapeutiques, et puis dit en effet, basé sur leur propre expérience et l'opinion de ce comité de guideline, eh bien pour les gens de plus de 65 ans, vous commencez et ça rencontre ce que nous ne cessons de dire pour tous les sujets cardiovasculaires ou autres, métaboliques ou autres, start low, go slow. Si c'est vrai que la personne est en hypothyroïdie, rien ne sert, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, et les latins disaient déjà festina lente, dépêche-toi lentement. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de mes patients des patients qui arrivent en gériatrie, qui sont institutionnalisés, excusez-moi de le dire, mais sont réveillés par une infirmière en maison de soins à 6 heures du matin après une mauvaise nuit parce qu'ils doivent prendre leur L-tyroxine 50 ou 75 sur un estomac vide. C'est tout le temps comme ça. J'ai parlé avec les pharmaciens cliniciens qui nous aident en revoyant la littérature et en voyant qu'il y a quand même des études qui montrent qu'un estomac presque vide, at bedtime, arrive au même équilibre de la TSH. Donc il faut peut-être aussi relativiser un tout petit peu une prise supplémentaire, parce que oui, il y a un burden, il y a une charge à être sous L-tyroxine, indépendamment du fait qu'elle est peut-être inutile, mais en plus, on doit la prendre. Et des gens qui ont déjà beaucoup de médicaments et beaucoup de prises et qui ont une colonne en plus et qui doivent mettre un réveil ou qui sont réveillés pour la prendre, ça pose question. Le bedtime fonctionne, je vous ai donné une référence. Et c'était un crossover, donc c'est même des sujets qui ont
participé, qui ont fait les deux modes, soit le matin tôt, soit au moment du coucher, et la TSH. Oui, bien sûr, il y a des différences statistiquement significatives, mais qui sont sur des cliniquement tout à fait irrelevantes. Et donc, quand on commence, on mesure tous les 3 mois. On essaye, mais il n'y a rien de spécifique aux gens âgés, évidemment, de viser le reference range dont je pense, ce n'est pas moi qui pense, mais c'est 7 qui est la marge supérieure. Et attention, même si la personne reste fatiguée ou pas très en forme, attention à ne pas augmenter trop la dose parce qu'on remarque en termes d'incidence épidémiologique santé publique que la moitié de toutes les TSH dites suppressées, donc trop basses, c'est iatrogène. Ce n'est pas la thyroïde qui fait de l'hyper, c'est le docteur qui prescrit trop. Et ça, il y a des très belles études qui montrent que la TSH basse, c'est nous, souvent. Et donc, facile, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, question simple, mais réponse complexe parce que la littérature foisonne. J'ai pris 10% de mon temps pour la première partie, mais j'ai pris 90% de mon temps de préparation pour la deuxième parce qu'on a l'impression qu'il y a même des spécialistes qui ont gonflé leur CV avec des publications et il y a au moins une 50aine de publications récentes, il y a plein de systematic reviews et tout le monde pose la même question. J'essaie de simplifier les réponses, du moins par l'œil d'un clinicien. Je mets entre guillemets, et j'aimais bien la question de dire est-ce qu'on n'est pas dans de la philosophie? Oui. Est-ce que le diagnostic, j'ose l'utiliser? Non. Pour moi, un diagnostic, c'est pour une maladie. Est-ce que ceci en est une? Non. Est-ce que c'est une anomalie alpha-privatif? Non. Est-ce que c'est une anomalie? Oui. C'est normal d'avoir une TSH qui flotte entre 5 et 7 ou presque. Donc c'est un état biologique, vous le savez. Me confirmait tantôt, Damien, que trouver une TSH au-dessus de 10 et une T4 basse, c'est rarissime, à fortiori au-dessus de 20, donc ne parlons peut-être pas des choses très rares. Et malheureusement, les labos, tous, et pas que le nôtre ou que le mien, restent encore, mais j'entends et je peux comprendre que pour la pédiatrie, c'était la priorité, que la femme aussi, en âge de procréation, ce soit la priorité, mais je plaide pour que les gens âgés soient aussi une priorité, pour qu'on arrête de penser que leur TSH est anormal. Voilà le paquet de choses que j'ai retraversées, comme dans la pyramide EBM du plus haut, enfin up-to-date, et puis les 2 guidelines dont vous avez entendu parler, et des many systematic reviews avec méta-analyse. On a parlé de tout, on peut parler de l'ostéoporose, on peut parler de la qualité de vie, on peut parler du cardiovasculaire, on peut parler du métabolisme. Tout le monde a publié là-dessus, il y en a plusieurs, et en un mot comme en 100, nix. Up-to-date 2018 entrevoit une fenêtre potentielle, si vous lisez ça, si vous avez entre 65 et 69 ans et plus que 10, mais pas de T4 basse, est-ce que ça existe? Peut-être. Alors peut-être, mais tous les autres, non. Mais donc c'est non. Nice guideline, ne pas les traiter, on en a parlé tantôt, même si personne âgée avec une T4 normale, donc une fonction thyroïdienne normale, on ne traite pas. Et ça, de nouveau, malheureusement, il n'y a pas d'essai clinique randomisé chez les gens âgés, donc c'est de nouveau basé sur ce que très humblement le comité dit être leur expérience et leur opinion. Et quand même saluer le département de médecine générale de Leuven, puisque le premier et le dernier auteur, et même aussi Bernhard Geertz, sont les chevilles ouvrières de cette CPG, que vous appelez ici BMJ 2019, et qui est, je trouve, remarquable, et que je vous invite à lire, et qui est accessible en ligne, et qui font donc cette Strong Recommendation Against, avec de très beaux tableaux. J'en ai copié-collé certains dans le booklet que vous avez reçu, mais la publication est encore plus belle. Et donc, regardez, nos proches ou nos patients plus de 65 ans, il y a 2 options médicales. Eux disent « strong recommendation » pour ne pas. Parce que si vous ne faites pour ne pas, c'est simple. Oui, il faut monitorer. Oui, il faut voir l'évolution clinique, mais à terme. Par contre, si on se lance dans des traitements, il y aura des visites également à long terme avec des prises de sang. Il y aura cette prise de sang quotidienne dont je viens d'ajouter qu'elle est à jeun.
et c'est pour du long terme. Il peut y avoir ce risque de surdosage qui n'est pas rare du tout et qui amène à cette hyperiatrogène. Et donc, il y a ces fameuses, et même ici, ils disent, je ne sais pas où eux ont été trouvés 4 heures. Alors, j'ai aussi revu toute l'interaction entre le calcium, le fer. Évidemment, il y a du calcium dans les produits laitiers. Mais finalement, même quand on fait manger du lait et des petits déjeuners avec de la L-tyroxine, l'absorption est moindre, mais comme la T4, m'a-t-on un jour appris, à une durée de vie d'une semaine, ou je ne sais plus ce qu'on dit, je crois que c'est de nouveau complexifier fort les choses, du moins pour les personnes âgées. Je ne parle pas ici, bien sûr, pour les femmes enceintes ou les enfants qui, comme pour cette maman qui écrivait, est née sans thyroïde. Bien. Très intéressant, un tableau comme quoi il y a de plus en plus de publications qui sont graphiques, et je trouve ça remarquable. Les 4 pages de cette guideline que vous allez tous aller regarder et que vous allez mémoriser, elle est visuelle. Hein, rien ne sert d'écrire beaucoup. Et vous voyez qu'il n'y a rien et que selon eux, la qualité des preuves, colonne de droite, est de très haut niveau pour la qualité de vie, les symptômes liés à la thyroïde et y compris ou spécifiquement à la fatigue et tout ce qui est affect dépressif, quel que soit l'outil utilisé. Les chiffres dans les 2 groupes sont les mêmes. Il n'y a aucune différence statistiquement significative. Et donc, eux disent qu'ils ont un haut degré de certitude qu'il n'y a pas ou si peu de différence en termes de qualité de vie, symptômes liés à tout ce que j'ai dit, et même la force musculaire dont on parle beaucoup, et aussi le BMI, et j'ai aussi été voir la densité minérale osseuse. Et on the top of that, notre panel, disent-ils, et il y a des experts internationaux, dont Rodondi de Berne, dont on reparlera tantôt, est inquiet à propos d'un signal possible d'un... allez, en français. Je veux dire un problème chez ceux qui sont traités, un effet nocif, parce que même si c'est rarissime, ce serait toujours, je pense, ce fantasme que l'hypothyroïdie majeure donne de l'hypercholestérolémie, que le cholestérol n'est pas bon pour les artères, et donc on pense que peut-être il y aurait, et ça fait 20 ans déjà que Nicolas Rodondi essaie de voir si oui ou non des hypothyroïdies frustes pour les subcliniques seraient associées à un tout petit delta, on n'y arrive pas, et c'est même pour ça que Trust n'a pas pu suivre son premier endpoint, c'est que c'est tellement rare qu'il faudrait des essais surdimensionnés pour essayer de montrer qu'il y a peut-être quelque chose alors qu'il n'y a sans doute rien. Mais donc cette table est très intéressante. Alors, je ne vais pas être trop long parce que le temps, heureusement, est limité. Par exemple, dans les méta-analyses, il y a la mortalité et vous laissez faire la nature, il n'y a rien. Les gens qui sont ici sont endocrinologues. Dans cette revue, en regardant tout ce qui est métabolique, on laisse aller très RCT, chez des gens jasés, très RCT, sur ce qu'on appelle l'hypothyroïdie fruste, rien. À quelque point de vue que ce soit, rien. On retrouve Coppola, qui tantôt avait écrit l'édito dans le JAMA, un an après le récidive, et c'est un papier général qui n'est pas concentré sur les personnes âgées, mais qui dit, chez les personnes âgées, attention, la TSH peut être au-dessus de 5, donc on surestime la prévalence de ça, et qu'il n'y a bien sûr, dit-elle, pas d'évidence d'un bénéfice de donner de la lévothyroxine chez les personnes âgées qui ont ça, et au contraire, voilà, ça peut être embêtant et iatrogène, et elle récidive avec d'autres collègues, et ça j'ai peiné pour trouver l'accès puisqu'il était payant, et que finalement j'ai trouvé grâce à une bibliothèque universitaire, merci, mais c'est paru il y a 2 mois, mais c'est de nouveau de la narrative review, et vous voyez qu'il n'y a rien de très neuf, si ce n'est que les Américains restent branchés visiblement sur le seuil de 7, parce que c'est sans doute le percentile 97,5. Mais il n'y a pas de grand-chose là-dessus. Ça, c'est la fameuse étude Trust, on pourrait en parler une demi-heure. Moi, je la trouve quand même incroyablement courageuse. Je sais qu'ils ont ramé pendant des années pour recruter des gens de plus de 65 ans, ou même plus de 70 ans, plus de 65 ans, qui avaient une TSH entre, disons, 5 et 20. Plusieurs pays ont participé, c'était extrêmement laborieux, et c'était tous des gens très fit au départ, mais c'est peut-être la
normalité des gens qui ont cette anomalie d'une TSH un peu élevée. Pourquoi penser qu'ils seraient fort malades puisqu'ils ne le sont pas? Et donc, eux se sont rabattus sur des choses extrêmement intéressantes avec des subjectifs. Bien sûr, ce sont des soft endpoints et qui vont de 0 à 100. Voilà en effet les seuils, enfin les moyennes baseline. Et vous voyez que vous ayez dégluti ou pas de la L-tyroxine pendant des années ou que vous ayez pris le placebo, pas de différence, même sur le plan statistique, a fortiori sur le plan clinique. Alors oui, ils se sont dit, mais il doit y avoir quelque chose quelque part. Alors ils avaient, comme on l'a très bien dit, annoncé qu'ils allaient pouler leurs deux, et on retrouve toujours, donc ça c'est le papier dont on vient de nous parler de Moillard, mais c'est toujours Stott de Grande-Bretagne, le Rodondi de Berne et la fameuse Gousse-Clos généraliste de Leiden, et on les retrouve, elle c'est 15 ans plus tard, je crois qu'elle avait fait sa thèse là-dessus. Et donc, on a beau pouler les choses, on a beau retourner les choses dans tous les sens, il n'y a pas de différence. Quand traiter ces personnes âgées, eh bien, Folia vient de dire l'essentiel. La balance bénéfice-risque, je suis en bas de la diapo du traitement de substitution par ces hormones en cas de cette anomalie, est défavorable. Je persiste et signe. Comment traiter, me permettrais-je d'être un petit peu provocant? S'il n'y en a pas de L-tyroxine, gardons nos mains en poche. S'il y a de la thyroxine à bord, n'oserait-on pas envisager un trial ou en tout cas un essai de déprescription? Je voudrais simplement prendre une minute de plus pour vous dire, j'ai trouvé une étude que je trouve remarquable, qui a peut-être déjà 20 ans, faite par des généralistes visiblement aux États-Unis, où ils ont été dans une maison de soins, 4 même, nursing homes. Ils ont trouvé des gens, ils étaient 915 résidents, 115 étaient sous L-tyroxine. Ils ont retiré ceux qui, dans leur dossier, avaient un jour dépassé les 10, ceux qui, bien sûr, ne voulaient pas se libérer de leur L-tyroxine. D'autres critères que je vous montre. Et donc, ils ont fait, step by step, un process de déprescription qui est heureusement très à la mode, dont on va inévitablement parler pour la LT4, puisque un tiers des gens en a alors qu'ils ne devraient pas, mais on ne sait pas qui. Mais on peut, et comme disait tantôt un collègue, il n'y a pas le feu au lac, on peut expliquer aux gens, voir comment ils se sentent et surtout comment va leur TSH avec une dose diminuée de moitié. Et puis si la TSH reste bonne et que les gens vont bien, on peut dire, mais madame, monsieur, est-ce qu'on n'arrêterait pas tout à fait? On se revoit dans 1 mois ou 2. Et si ça remonte et que les gens ne sont pas bien, mais indépendamment qu'ils n'aillent pas bien, si ça remonte, on peut reprendre. Mais on pourrait tenter Mais ça prend beaucoup d'énergie. C'est très facile de prescrire, vous dit le gériatre ou le généraliste. Déprescrire, que ce soit une statine ou une aspirine, ça prend une énergie grande. Je vous invite à aller voir la méta-analyse publiée par des gens, surtout de la Mayo Clinic, qui ont revu de l'enfant, âge 2 ans, jusqu'à la personne âgée octogénaire, le taux de succès d'une déprescription et d'un arrêt de la lévothyroxine, avec surtout en figure 5 un framework qui dit aux médecins généralistes comment faire pour gérer ça. Vous allez voir les practical issues, ça c'est la fameuse guidelines des gens surtout d'ici de Leuven, en disant colonne de gauche, pas de traitement, on est dans le rose, c'est léger. Quand on s'engage à traiter par L-tyroxine, il y a beaucoup de choses à faire en poids pour le docteur et le patient. Les 4 questions, c'est simple. Les données ici, je voudrais juste pointer que pour les gens de 65 ans, on ne parle quand même pas de peu de monde, puisqu'il y a 300 000 personnes en Belgique l'an passé de plus de 65 ans qui étaient sous L-tyroxine. Je pense qu'il y en a 100 000 qui ne pourraient pas l'être. La dose moyenne, quand je fais mes calculs, ils prennent en moyenne du 77 gamma jour. Ça représente 6 millions d'euros rien que pour les 55 millions de DDD, avec une énorme variation géographique. Il y a un gradient nord-sud, et pour la femme en vert et pour les hommes en gris. Avec dernière diapo, le fait que nous, les gériatres, on voit arriver des gens qui ont 65 ans, mais chez lesquels, dans les années avant leurs 65 ans, ils étaient déjà, et ça c'est le pourcentage de femmes en Belgique qui sont sous lévothyroxine, chez l'homme c'est plus stable, avec aussi cette diapo qui me montre que finalement, si c'est vrai que c'est stable en termes de
fréquence donc de prévalence de la population sous lévothyroxine, on voit, est-ce la sagesse des généralistes ou des gériatres, qu'avec les tranches d'âge, la dose moyenne est plus basse. Ma question du bas sont donc, et c'est ça que je me pose en tant que clinicien, quels sont parmi tous les gens que je vois et tous les gens que nous soignons, dans ces 300 000 personnes, les personnes âgées sous LT4 qui ne présentent pas ou ne présentent plus, puisque l'hypo, si tant est qu'elle a vraiment été là, avec une T4 basse, a pu être transitoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, nous allons passer aux questions, avec toujours la priorité pour le jury. Merci beaucoup pour cette présentation, professeur Bolland. J'ai une question venant du jury. Est-ce qu'il y a une place pour les traitements non pharmacologiques? Et si oui, lesquels? Parce que j'ai vu qu'il y avait une petite ligne dans le résumé. J'étais surpris par la question et je me suis dit, si j'ai un patient vraiment hypothyroïdien, je vais lui donner une couverture idimovicol. Voilà. Mais je n'ai plus vu, disais-je, depuis les 20 ans que je suis en gériatrie, et donc les 20 000 personnes que j'ai vues passer dans notre service, je n'ai plus vu une hypothyroïdie de novo. Ça n'existe plus, tellement on teste. Et tellement peut-être qu'on surtraite la TSH élevée. Encore ce matin, mes assistants me disent où allez-vous? J'ai dit mais je ne peux pas participer au tour de salle. Je viens qu'allez-vous dire? Mais que la TSH à 5 ou 6 chez la personne de 80 ans, c'est normal. Ah, on ne nous a jamais dit ça. Donc je vais balayer devant ma porte. Alors j'ai une question, une remarque. Puisque c'est très contraignant, a fortiori pour les personnes âgées, de prendre un comprimé à jeun 30 minutes avant le petit déjeuner, et que la demi-vie est de 7 jours, pourquoi ne pas le prendre une fois par semaine, les 7 pilules en même temps? Là, il y a des thyroïdologues. Moi, je me demandais parfois, j'ai aussi des gens qui viennent, je n'esquive pas votre question, je ne sais pas. Mais le problème des thérapeutiques alternes, c'est qu'à moins de dire, vous les prenez les jours pairs et les jours impairs, et tant pis s'il y a le 31 qui précède le premier, déjà que les gens se souviennent, vos patients ont 8 ou 10 médicaments, hein, répartis 4 fois par jour, et chaque médicament peut avoir plusieurs prises. Donc si on pouvait simplifier et trouver une forme retard qu'on injecte et qui fonctionne 3 mois, je serais ravi, mais je ne sais pas si c'est possible. L'autre chose, attention, réflexe aussi en médecine générale, quand votre patient revient à une TSH à 10 et une T4 plutôt basse, ne vous dites pas je dois augmenter la dose. Demandez-lui, ça fait combien de temps que vous ne la prenez plus? Oui, mais il y a toute la question de la compliance, de l'adhérence qui est complexe. Il y a sans doute des spécialistes. Donc moi, je vois la L-thyroxine comme un des 100 médicaments que je manipule tous les jours, parce qu'il y a 15% de mes patients qui en prennent, et je ne sais pas s'ils en ont besoin, mais je n'ai jamais testé des formules. Mais le bedtime, vous pouvez le faire. C'est validé, ça marche très bien. Et même si après 2-3 mois, vous trouvez conceptuellement que la TSH ne vous plaît pas, vous pouvez repasser à une administration du matin. Mais ça, c'est très contraignant sur un estomac à jeun tôt. Et alors ma remarque, c'est que dans la liste Pestart, il n'y a pas non. lévothyroxine, donc peut-être pour la... Ça devrait un jour peut-être, mais eux, les Irlandais et le consensus européen a pris peut-être les 100 problèmes les plus fréquemment en overuse, donc c'est dans des stops, ils ont été aux choses les plus dangereuses. Est-ce que c'est dangereux de laisser les gens sous L-thyroxine alors qu'ils n'en ont pas besoin? Non. Hein. Maintenant, on pourrait interroger aussi la déprescription. Il vaut mieux d'abord déprescrire des benzos. Ça, c'est plus toxique. Maintenant, je pense que pour ceux qui ont du courage, on peut tenter une déprescription. Mais il y a souvent le généraliste, l'endocrinologue, le patient, la famille. On leur a peut-être dit que c'était très important, alors commencer à faire toute une éducation du patient sur des choses aussi sensibles. Et donc, dans le process que la Mayo Clinic publie sur le deep prescribing, vous trouverez exactement la même chose que pour les IPP et d'autres choses. Il y a voir la place qu'a pris cette pilule-là dans le psychisme du patient et dans sa croyance, dans sa santé. Donc, on touche à des choses éminemment personnelles. Mais voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a des études qui vont au-delà de 50% de possibilité d'arrêt? Oui, Parce qu'il y a des études qui indiquent également que c'est parfois très, très difficile d'arrêter. mais allez revoir cette méta-analyse que je cite ici, Thyroid, l'année passée, par les gens de la Mayo Clinic. Ils ont repris toutes. Donc, ils font l'enfant et l'adulte. Et je pense, est-ce qu'ils font aussi une différence, je ne sais plus, homme-femme? Mais évidemment, dans une méta-analyse, vous voyez dans un forest plot qu'il y a. Et donc, eux arrivent à cette stade finale, qui est le but d'une méta-analyse, en disant qu'en général, le losange montre qu'on y arrive une fois sur 3. Dans le sous-groupe, mais vous allez me dire, c'était 22 patients que les généralistes en maison de soins, il y a 20 ans, ont été voir pour que des gens qui n'avaient jamais eu plus de 10, etc. Ils ont sélectionné des gens qui étaient d'accord. Là, ils y sont arrivés une fois sur 2 avec des gens qui étaient complètement, oserais-je dire, libérés, mais en tout cas wash-out de la L-thyroxine avec un très bon état général et une TSH tout à fait normale, parce que donc, oui, comme Damien et d'autres l'ont dit, la TSH peut s'élever pour un tas de raisons et ça peut être transitoire, et même si elle persiste un peu élevée, ce n'est pas du tout un signe de mauvaise santé. C'est là, de nouveau, hein, déjà, Leiden, c'est là toute la reversal epidemiology. Il faut quand on est gériatre ou généraliste et qu'on soigne des gens de plus de 70, 75 ans, tout ce que vous voulez, arrêtez de penser comme on pense pour des gens qui n'ont pas cet âge-là, parce qu'eux fonctionnent différemment, y compris sur le plan thyroïdien. Leur thyroïde va d'ailleurs très bien, même si leur hypophyse fait un peu plus de TSH. Juste encore une petite remarque, ce n'est pas seulement le patient, c'est également le médecin. Hein. C'est pardon? C'est également le médecin qui donc veut donc. Mais on lui a appris ça, et le labo lui montre qu'il a des astérisques, qui c'est même rouge, et donc tant qu'on n'est pas, on ne décolore pas ça, on est peut-être de la non-assistance à personne soi-disant en danger. Donc il y a quelque chose de très... Dans mon bouquin. Je pense que quand il y aura des labos qui diront la date de naissance est connue par le labo, ça ne doit pas être difficile de dire où elle a plus que 70 ans et arrêter de mettre des astérisques parce que voilà. Il y a un bouquin qui parle de gaspillage et là ça s'appelle lueur curative. Lueur curative. L'horreur. Lueur L'humeur curative. Curative route. Et donc, ça n'existe pas dans la littérature, mais je pense qu'en tant qu'entité abstraite, ça existe tout de même. Je n'ai pas bien compris les références du livre, mais vous me les direz plus tard. J'ai entendu curatif, mais je n'ai pas entendu le premier mot. Humeur. Lueur. Il y a beaucoup de mots hein, dans notre langue ou dans nos langues. Oui, mais je n'ai pas assez de... Voilà. Bonne réflexion. Aussi encore des... Y a-t-il encore une place pour les anticorps antithyroïdiens chez ces personnes de plus de 65 ans? Il faut juste dire votre nom. Sophie Vanard, endocrino. Peut-être, mais moi je ne le dose pas. Tout comme y a-t-il une place pour la vitamine D, je ne la dose pas, je la donne, ou je le supplémente. Donc, est-ce que, vu l'histoire naturelle d'une thyroïde encore normale à 75 ou 80 ans, puisque sa T4 est normale, quelle est la proba que cette dame ou ce monsieur devienne devienne hypothyroïdien, ça veut dire T4 basse et confirmée, très faible. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient une dysimmunité avec, bien sûr, auto-anticorps? Ça existe. Est-ce que moi, je vais changer mon fusil d'épaule ou mon suivi en tant que gériatre ou généraliste parce que j'ai dosé des anticorps? Non, je préférerais voir le résultat des anticorps si tant est qu'ils sont élevés et agressifs et de voir si cette personne, c'est le monitoring. Donc on ne perd pas de vue, c'est quand même un petit drapeau si vous avez dosé de nouveau, hein, comme pour l'Ukraine tantôt, ou les Ukrainiens en prison. Pourquoi? Est-ce qu'il faut encore mettre la TSH dans notre panel de biologie, d'admission à l'hôpital ou en médecine générale ou... Oui, c'est assez prévalent, donc je pense qu'il faut toujours, mais il faut alors bien réfléchir à ce qu'on fait des résultats. Et si on suit, je pense, Sophie, la TSH, moi je peux le faire sans auto-anticorps. D'ailleurs, je ne les dose pas. Mais ça, c'est ma pratique.
Puisque je dis, tiens, la TSH est élevée, revoyons dans 6 mois et dans 1 an si, par malheur, il y en a certains, la T4 ne deviendrait pas basse, mais c'est vraiment rare. Et tu as vu le pic de prescription et la ligne verte massive chez les femmes plus que chez les hommes avant 65 ans. Je pense que ça se joue en médecine générale et chez l'endocrinologue avant que le problème précède le grand âge. Nous héritons de vos prescriptions. Merci. Peut-être juste une question. Donc ça signifie également qu'un patient âgé qui est, supposons, sous lévothyroxine pour une bonne raison... Comment le sait-on? Non, supposons. Parce que j'aimerais bien voir leur dossier il y a 30 ans pour voir si Non. leur T4 était basse, mais ça, on n'a peut-être pas en informatique. Bon, supposons. Supposons. Il était une vraie hypothyroïdie. Vraie hypothyroïdie. Il est à 3 de TSH. Oui. C'est la dose. Non, je n'ai pas dit qu'il faut. Ah. Si dans un dossier, vous avez la preuve que votre patient, chez qui on a peut-être commencé il y a 20 ans par une autre génération, une L-thyroxine, était en hypo dès le départ, il y a beaucoup de chances que sa thyroïde dysfonctionne. Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les objectifs thérapeutiques sont aussi, chez des patients qui sont traités, sont aussi squeezés vers le haut, si je puis dire. Mais la TSH, pour un tas de raisons, n'est de nouveau, elle est d'une précision extraordinaire. Mais c'est une question ici, pas de précision, c'est une question de validité. C'est une question de cible, d'interprétation ou de philosophie. Mais je pense qu'on a la chance de ne plus chipoter avec des T3RU et des transporteurs et des albumines et des hormones. Et on a la T4 libre qui, jusqu'à preuve du contraire, est le reflet du fonctionnement thyroïdien. Il y a d'ailleurs un papier un peu subversif qui dit « Arrêtons d'utiliser la TSH pour le dépistage parce qu'elle nous leurre. Elle est trop sensible, elle est archi-sensible, elle est exponentielle. » Mais le but n'est pas d'être archi-sensible en médecine. Du moins de la personne âgée. Je ne parle pas pour la néonatologie ou pour tout ce qui est fécondation. Mais ici, on utilise quelque chose de beaucoup trop sensible, de beaucoup trop réactif qui monte. Et donc, mais basons-nous sur la T4 chez une personne âgée qui est substituée de longue date. Et c'est d'ailleurs le bon sens de cette étude américaine, médecine générale, d'il y a 20 ans, eux avaient dit « Ah, si je vois dans le dossier quelqu'un un jour dépasser 10, je ne lui proposerai pas la tentative de déprescription. » Mais s'il n'y a pas de preuve qu'un jour la TSH a été aussi élevée que ça, il est possible que cette personne ne bénéficie pas, et la seule façon de le prouver, c'est d'essayer sans. Mais de nouveau, de façon très concertée, et ça se fait de façon progressive. Mais je parle là en théorie parce que je n'ai pas le temps avec ma charge de travail hospitalière avec 15 autres maladies beaucoup plus aiguës ou graves que ça, de m'occuper de ça. Ça m'a passionné de lire un peu la littérature que je connaissais quand même à moitié avant aujourd'hui. Mais donc il y a place pour de la réflexion sur de la déprescription chez certaines personnes qui semblent représenter quand même 100 des 300 000. Mais qui sont-elles? Oké, ik denk dat we de discussie nu moeten afsluiten. Dank u wel. Merci beaucoup, professeur Bolland. Merci beaucoup.